Bonjour à tous, je suis Nelly. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Budget et Bon Sens. Suite à ma vidéo sur l'investissement en SCPI, j'ai eu envie de faire une autre vidéo sur l'investissement dans l'immobilier, mais cette fois sur un investissement individuel, si on peut dire ça comme ça, sans passer par une société. Donc j'ai moi-même acheté une maison que j'ai mise en location il y a 2 ans environ. Et pour raconter un peu ma vie, je suis devenue propriétaire pour la première fois quand j'avais 24 ans, parce que j'avais la chance d'avoir déjà un CDI et que je travaillais dans un département où les prix de l'immobilier sont très bas encore aujourd'hui. Et je suis restée 8 ans au même endroit. Donc j'ai réussi à rembourser suffisamment de mon crédit pour qu'il me reste de l'argent quand j'ai vendu. J'avais pourtant pas fait une super affaire parce que les taux immobiliers étaient très élevés. J'avais eu un taux, je crois, de 4,25% sur 25 ans. Mais à l'époque, c'était un taux normal. J'ai réussi à le renégocier 2 fois par la suite quand les taux sont un peu écroulés. Mais ça restait quand même élevé. En plus, quand j'ai revendu la maison, en fait, je l'ai revendue moins cher que ce que je l'avais acheté parce que le marché avait baissé. Et là, je parle pas des frais de notaire évidemment et des frais d'agence que j'avais payés à l'achat. Mais en même temps, si j'étais restée en location pendant les 8 années où j'y ai vécu, je sais que j'aurais pas forcément mis plus d'argent de côté qu'en remboursant mon crédit. Donc j'étais contente parce que après la vente, il m'est resté 40 000 euros, donc 40 000 euros de bénéfices, si on peut appeler ça comme ça, à l'issue de ces 8 ans. Je me suis demandé donc ce que j'allais faire avec cet argent, parce qu'ensuite donc j'ai été mutée à Lille, où je vis actuellement. Et là, en fait, j'avais pas du tout les moyens d'acheter mon logement parce que les prix ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi une petite partie dans une SCPI, comme je l'avais dit la dernière fois, et j'ai racheté une maison dans ma région d'origine afin de la mettre en location, parce que les prix étaient assez bas, les taux d'intérêt, pardon, étaient assez bas. Donc quand j'ai acheté pour la maison en location, c'était il y a 2 ans, les taux de crédit étaient donc très bas, comme je viens de le dire, et moi j'avais réussi à avoir un taux de 0,9% sur 20 ans. Comme j'avais un apport de la vente de ma première maison, j'ai pas eu besoin d'emprunter autant que le prix total de la maison. Je n'ai emprunté que 100 000 euros, si je puis m'exprimer ainsi. Et j'avais fait tous mes calculs avant de me lancer, donc j'ai fait en sorte que ça finance, en fait, que les loyers financent l'ensemble du crédit, plus toutes les charges inhérentes à la maison. Donc ça, je vais le détailler un petit peu après. J'ai acheté une maison qui était déjà louée et je savais que la locataire en place était très soigneuse et paye toujours son loyer à temps. Donc ça m'a rassurée. Je croise les doigts pour que cette locataire reste le plus longtemps possible dans la maison. Pour l'instant, je suis contente de mon investissement, même si je me rends compte que j'aurais peut-être pu investir de manière plus rentable, parce que je continue de me renseigner sur ce type d'investissement. Je ne suis pas du tout une pro. Donc dans cette vidéo, je vais juste partager mon expérience avec vous, en vous expliquant les études préalables que j'ai faites avant de me lancer, les démarches que j'ai dû faire pour acheter la maison, les charges qui l'accompagnent et enfin les petits conseils que j'ai pu glaner et tester. Avant de continuer, le seul but de cette vidéo, c'est bien de parler de ma propre expérience. Je le précise, je l'ai dit là il y a quelques secondes, je ne suis pas une professionnelle. C'est pas 100% extraordinaire ce que j'ai fait, ça marchera peut-être pas éternellement, mais c'est mon expérience. C'est pas pour vous encourager à faire la même chose. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi, et il y a toujours des risques, il faut pas l'oublier, comme pour tout investissement. Le prix de votre bien peut baisser, les locataires peuvent abîmer le logement, peuvent arrêter de payer leur loyer, vous pouvez ne pas réussir à louer votre bien, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il n'y a jamais d'investissement sans risque, attention. Après cette longue introduction, je vais enfin commencer les détails pratiques. Donc je vais commencer par détailler toutes les démarches que j'ai faites avant d'acheter la maison. Tout d'abord, ce que je conseille, c'est de choisir où on veut investir. Évidemment, le lieu, c'est pour moi la première démarche à faire dans ce type d'investissement. Parce qu'en général, il est conseillé d'acheter près de votre domicile pour que vous puissiez faire facilement les déplacements qu'impliqueront l'achat, les travaux s'il y en a, la gestion. Mais c'est pas non plus une obligation, c'est juste une facilité. Vous pouvez aussi déléguer des fois à des agences, voilà, même si ça se paye. Ce qu'il faut surtout trouver, c'est un endroit où la demande locative est forte. Ça semble assez évident, mais en fait, il y a des petites astuces pour savoir forte demande locative. Voilà, pour savoir si c'est le cas, en fait, autour de chez vous ou pas. Ou alors dans l'endroit où vous voulez investir.
Pour ça, en fait, il faut juste regarder le marché. Si c'est près de chez vous, en général, vous avez une idée des villes, des quartiers, des villages où il y a une forte demande. Vous pouvez aussi regarder sur les sites du type Le Bon Coin, Se Loger, il y a bien ici, enfin tout ce type de sites, s'il y a beaucoup d'annonces pour des locations. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'annonces avec des prix potentiellement assez bas, c'est qu'en général, c'est pas très attractif. En revanche, s'il y a peu d'annonces, c'est que de nombreuses personnes cherchent à louer. Par exemple, moi, la maison que j'ai achetée, c'est une commune qui est bien desservie par les transports routiers. Les commerces sont en expansion, c'est proche d'une ville où la demande locative est plutôt forte. Et le type de bien qui est recherché, en fait, c'est des maisons avec un extérieur, un jardin et 3 chambres en moyenne. Donc moi, c'est ça que je voulais acheter. Une fois que vous avez trouvé où vous allez investir, vous pouvez donc passer à la recherche du bien. Actuellement, je me renseigne sur l'investissement dans les locations saisonnières ou touristiques. Je ne sais pas trop la différence entre les deux termes, c'est peut-être la même chose. Mais il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte, beaucoup plus de frais que pour une location standard. Donc je ne suis pas encore au point pour vous parler de ça. Je reviens après cette petite digression donc sur la deuxième étape, c'est trouver le bien qui vous intéresse, évidemment. Donc, comme je l'ai dit, c'est à vous de voir quel type de bien vous voulez acheter. Et faut regarder en fait ce qui est demandé. Si c'est du studio meublé, si c'est justement de la maison pour une famille. Faut voir ce qui est recherché pour votre région. Les investisseurs chevronnés, eux, ils préconisent d'investir dans des immeubles de rapport, parce qu'apparemment c'est ce qui est le plus rentable. C'est sûr qu'avoir plusieurs appartements à louer, ça rapporte plus qu'un seul bien, hein, c'est évident. Mais c'est aussi plus de travail et souvent un plus gros investissement de base. Donc c'est vraiment à vous de décider dans quoi vous voulez vous lancer. Moi je suis pas encore prête, je pense, à me lancer dans ce type de projet, mais j'y réfléchis beaucoup. Et peut-être que je vais passer le cap un jour. Vous devez aussi voir si vous êtes prêt à faire des travaux ou si vous préférez acheter un bien en quelque sorte prêt à l'emploi. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Souvent, s'il y a des travaux à faire, ça peut permettre de négocier un prix d'achat plus intéressant, mais vous ne pourrez pas commencer à louer votre bien tout de suite. Il faudra attendre la réalisation des travaux. En gros, plus on recherche la tranquillité, donc un seul bien pouvant être loué immédiatement ou déjà loué, moins on fait de bénéfices, mais on en fait quand même. Plus on prend de risques avec, par exemple, plusieurs biens d'un coup, des travaux pour augmenter la valeur et le potentiel locatif des biens, rechercher les locataires, plus les bénéfices peuvent être importants. C'est votre choix, c'est votre décision. Une fois que vous savez quel type de bien vous voulez acheter, la troisième étape, c'est de déterminer le budget. Et c'est là qu'il va falloir faire des calculs. C'est pas le plus rigolo, mais c'est le plus important pour pas se mettre dans le rouge dans votre investissement. Vous pouvez soit essayer de tout faire financer par un crédit bancaire, c'est ce que les investisseurs appellent un crédit à 110%, parce que ça ne comprend pas juste le coût du bien, mais aussi l'ensemble des frais qui vont avec. Je vais détailler un peu plus tard. Soit vous pouvez mettre un apport. Moi j'ai beaucoup lu ou beaucoup entendu par des investisseurs qui donnent des conseils qu'ils préconisent plutôt d'investir le moins possible de vos fonds propres parce qu'ils disent que l'épargne, il faut la garder pour d'autres projets. Moi j'ai fait le choix de mettre une partie de mon épargne dans le projet pour que mon bien s'autofinance parce qu'en fait dans tous les calculs que j'ai faits, moi je me retrouve à payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc en fait, il faut que je calcule serré pour que le bien s'autofinance à minima. Donc sans apport de ma part, moi j'arrivais pas à trouver cet équilibre-là. C'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre un apport personnel. Donc pour déterminer votre budget, vous devez estimer le montant du ou des loyers que vous espérez percevoir avec votre bien. Pour cela, vous devez regarder au moins une dizaine d'annonces similaires à ce que vous allez louer. Il faut que la localisation soit la même, que la surface en mètres carrés, le nombre de pièces soit identique, que les services soient les mêmes, comme la présence d'un ascenseur, je sais pas moi, d'un extérieur, tout ce genre de choses. Et enfin, que l'état du bien soit le même aussi. Si c'est un logement neuf ou ancien, le type de décoration qui va avec, il faut que les annonces que vous regardiez soient identiques à ce que vous comptez louer. Une fois que vous avez assez d'annonces similaires, vous faites la moyenne des loyers et en gros ça va vous donner ce que vous pouvez espérer toucher. S'il y a déjà un ou des locataires en place, vous devez demander de combien sont les loyers. Comme ça, vous savez déjà combien le bien rapporte et si c'est un bon investissement ou pas. Mais attention, vous ne devez pas oublier les charges payées par les locataires. Il faut bien compter les loyers qui rentrent pour vous parce qu'ils servent à payer les charges. Ensuite, vous devez calculer donc tous les frais inhérents
à l'achat du bien. Donc il y a la taxe foncière. Ça dépend d'où vous investissez, elle peut être assez élevée, donc il faut faire attention à ça. L'assurance, parce qu'il va quand même falloir assurer votre habitation, même si c'est pas vous qui vivez dedans. Ensuite, les impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc là, impôt sur le revenu, c'est selon votre tranche d'imposition, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les impôts. Et les prélèvements sociaux, c'est 17,2%, ça c'est non négociable. Ensuite, si vous passez par une agence, évidemment, il faudra payer l'agence. Si vous faites le choix de l'agence, c'est sûr que ça vous apporte aussi de la tranquillité, donc c'est à vous de voir. Des fois, la tranquillité, ça se paye. Les charges de copro, s'il y a une copropriété, pareil, il faut voir ça, surtout s'il y a des travaux à financer, comme des ravalements de façade, des toitures, des choses comme ça. Et justement, les travaux qu'éventuellement vous allez avoir à faire sur votre logement. Une fois que vous avez déduit tous ces frais, il faut que le reste des loyers qui vont rentrer soit supérieur ou au moins égal aux mensualités de crédit que vous allez payer. Tout inclus, c'est-à-dire le crédit, les intérêts et l'assurance du crédit. S'il vous reste plus que le montant de vos mensualités, le bien va vous rapporter immédiatement de l'argent chaque mois. S'il est égal, le bien s'autofinance, et s'il est inférieur, vous devrez payer chaque mois une somme sur votre propre argent, donc c'est pas le but. Mais il ne faut pas oublier non plus que votre bénéfice avec l'immobilier ne se limite pas à l'argent que vous allez dégager chaque mois. Les pros appellent ça le cash flow, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, très américain. Parce qu'en fait, avec l'immobilier, ce qui est bien, c'est que vous constituez aussi un patrimoine. Quand vous allez revendre votre bien, vous allez dégager les bénéfices de la vente, sauf si vous faites vraiment une mauvaise affaire. Mais par exemple, admettons, c'est très théorique, vous avez investi dans un bien il y a 5 ans, vous devez le revendre aujourd'hui pour diverses raisons. Admettons qu'avec ce bien, vous ayez gagné 50 € par mois de cash flow. Au bout des 5 ans, ça fait un bénéfice total de 1 500 €. Mais quand vous vendez le bien, votre crédit, vous avez déjà commencé à le rembourser en partie. Donc si, encore une fois de manière théorique, on estime que vous vendez le bien à 100 000 € après 5 ans, et que votre crédit, vu que vous avez déjà commencé à le rembourser, il vous reste que 90 000 € dessus à rembourser, il va vous rester 10 000 € de bénéfice de la vente. Donc au total, vous aurez gagné 1 500 € plus 10 000 €, donc 11 500 € sur 5 ans. Vous devez néanmoins faire attention aux frais éventuels à la revente. Par exemple, si vous faites une plus-value sur le prix du bien, l'État va en ponctionner une partie assez conséquente. Et la plupart des banques prennent des frais en cas de remboursement anticipé. Donc il faut regarder les conditions avant de signer son contrat de crédit. Dans tous les cas, l'investissement dans l'immobilier, c'est un investissement à long terme. Il ne faut pas penser devenir riche en 3 ans. C'est vraiment sur 10 ans, voire plus. Une fois que vous avez calculé tout ça, vous pouvez enfin faire votre offre d'achat. Je vais tout mettre comme ça, voilà. Donc, toutes les conditions, tous les critères sont remplis et vous faites votre offre d'achat. En parallèle, en parallèle de l'offre d'achat, vous faites les démarches auprès des banques. Donc là, faut pas hésiter, soit vous passez par un courtier, soit vous le faites vous-même, mais il faut faire jouer la concurrence. Alors après, les taux bas, c'est intéressant. Si vous avez des projets d'investissement, si là c'est votre premier, mais que plus tard vous en avez, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une banque qui vous fait confiance. Donc des fois, la plus avantageuse à l'instant T, ce ne sera pas forcément la plus avantageuse tout le temps. Donc il faut qu'il y ait aussi cette relation de confiance. Si votre offre pour le bien est acceptée, vous allez signer un compromis de vente chez le notaire. Et ensuite, vous avez 10 jours de rétractation, que ce soit vous ou le vendeur, pour décider si vous allez vraiment acheter ou pas ce bien. Après quoi, la vente est censée se faire. Puis en général, il faut attendre à peu près 3 mois en moyenne avant de pouvoir signer l'acte de vente. Ça peut être plus long, ça dépend vraiment, mais la moyenne, c'est 3 mois. Et donc là, vous devenez propriétaire, tout le monde est content, surtout vous, c'est normal. Il faut le fêter quand même. Et si vous faites des travaux, évidemment, il faudra faire les travaux avant de passer à la location. Qui est donc la 5e étape, louer votre bien.
Donc il y a plusieurs options. Soit vous vous occupez de tout vous-même, soit vous passez par une agence. Vous pouvez louer soit en nu, soit en meublé. Le statut, c'est loueur meublé non professionnel, LMNP. Donc la première étape, c'est de trouver votre locataire. Votre annonce doit être détaillée avec des belles photos pour vous démarquer. Je ne sais pas si vous avez regardé déjà un petit peu ce genre d'annonce, mais des fois ça fait pas du tout envie parce que les photos on voit rien, ou alors il y a une ou deux photos et en fait quand on cherche on a besoin de se faire une idée quand même très précise. Donc il faut que votre annonce soit détaillée avec tout ce qu'il faut pour que les gens qui regardent soient attirés. Lorsque des locataires sont intéressés, il faut étudier leur dossier afin de choisir des locataires de confiance qui paieront à temps et entretiendront bien votre logement. Il y a des assurances loyers impayés, mais en général c'est assez cher et il faut faire attention aux conditions proposées, il faut bien les lire. Une fois que le locataire est choisi, vous faites l'état des lieux d'entrée. Il vaut mieux être très précis parce que c'est ce qui fait foi lors de l'état des lieux de sortie. Donc s'il y a des dégradations faites par le locataire, ce n'est pas à vous de les payer, c'est bien à lui, donc faites attention à ça. Les loyers que vous toucherez seront bien sûr imposés, donc n'oubliez pas de les déclarer. Si vous louez en logement meublé non professionnel, donc LMNP, il y a un abattement de 50% des revenus, c'est-à-dire que vous ne paierez des impôts que sur 50% des revenus générés par votre bien. Si vous louez en nu, vous pouvez choisir entre un régime microfoncier qui vous permet un abattement de 30% de vos revenus, c'est-à-dire que vous allez payer des impôts sur 70% de ce que vous déclarez, ou alors vous pouvez choisir le régime réel, où là vous déclarez tous les frais qui sont inhérents à votre bien. Les intérêts que vous avez payés sur l'année, les frais d'agence, les travaux, etc. Mais attention, si vous choisissez le régime réel, vous devez conserver ce régime pendant 3 ans au minimum, la première fois que vous le choisissez en tout cas, avant de pouvoir revenir au régime microfoncier. Donc il faut bien calculer vos frais pour savoir ce qui est le plus intéressant. Si vos frais sont plus ou moins sont supérieurs à 50% ou à 30% en fonction du type de location, c'est vraiment à calculer précisément. Un dernier conseil, gardez une petite enveloppe de secours. Ça, je vais le marquer. Enveloppe. Oh ben on voit rien du tout, pardon. Enveloppe de secours. Au cas où, en fait, il y a des petits travaux à faire. Donc, soit c'est une somme que vous avez, vous, de côté dans votre épargne d'urgence, si on peut dire ça comme ça. Soit, en fait, si vous arrivez à dégager des bénéfices tout de suite, et ben, vous en mettez de côté dans le but d'avoir cette petite soupape au cas où il y a des travaux à faire dans votre logement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que cette vidéo est déjà très longue. J'ai pas tout détaillé, c'est pas possible en quelques minutes, mais je voulais partager mon expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez aussi partager vos propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, tout est bon à prendre. Et j'espère avoir pu vous aider ou avoir intéressé certains d'entre vous. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous surtout.